Tu es prêt? Oui, prête. Na 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 na. Un corpo e un'anima, le stesse cose che vuoi tu, le voglio io e questo è amore. Na 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 na. Un corpo e un'anima. Quand j'ai chanté une chanson et j'ai compris que c'était plus vrai. En début d'été, au bout de beaucoup d'étés passés ensemble, plus que 10 je pense, et c'était dans un bar, sur une terrasse d'un bar, on prenait un cappuccino avec un croissant. Un bar qu'on aimait bien, on allait exprès tout le temps qu'on passait par Rome. Et en fait, moi j'étais toute contente parce que les vacances venaient de commencer. Je terminais un festival de danse. J'étais un peu fatiguée, mais très contente. Il m'a dit, et je sens plus l'anticelle, comme on dit. L'anticelle envers toi, donc c'est mort. Et en fait, moi, sur le moment, j'ai pas cru que c'était vrai. J'ai voulu penser que c'était faux. J'ai même pas versé en larmes ni rien, mais j'étais complètement bloquée. Et après, on devait se remettre dans la voiture pour un long voyage de plus de 500 kilomètres. Et dans la voiture, j'ai continué à imaginer que c'était pas vrai. Et donc, j'écoutais une chanson, que c'était la chanson, un peu la chanson de notre couple en moment-là. Et c'était, en fait, c'était une chanson qui disait, que s'appelait Un corps et une âme. Et c'était chanté par un couple. Il disait que les choses qu'un dans le couple voulait, l'autre le voulait aussi. Et donc, ça voulait dire que c'était de l'amour. Et donc, j'ai continué à chanter cette chanson et après, les larmes commençaient à sortir parce que je me rendais compte que finalement, c'était vrai. Parce que l'amour, il parlait plus, il était absent. Et j'ai compris cette absence, ce vide énorme, tout d'un coup, qui s'était créé. Parce que heureusement que j'ai cette capacité à effacer les mauvais moments de ma mémoire après les avoir vécu. Même si ça reste, la mélancolie, ça reste dans les cellules du corps, mais les détails, j'avais complètement oublié. Je la chantais, je voyais qu'il y avait personne, que tu n'étais pas là. Je pensais que c'était un cauchemar. J'entendais des mots, mais je comprenais rien. Qui était un jour de Saint-Valentin. Donc c'était le 14 février 2010. C'était un dimanche. Donc Jérôme, la personne avec qui j'étais depuis 3 ans, était parti en week-end. Ça va pas, Vito? J'étais habillé comme je bossais le lendemain relativement tôt. Je devais être, j'en sais rien, en peignoir, hein, probablement. Il avait rien de spécial. Il avait sa valise. Gris métallisé. Mais j'attendais pas de gaieté de cœur. Je savais qu'il se passait quelque chose de pas tout à fait normal et que il était probablement pas parti pour les raisons qu'il m'avait indiquées. C'était le dimanche 14 février 2010. Je l'ai su le lendemain, le 15 février, au matin. Le lundi. Un peignoir bleu Adidas, que j'ai encore d'ailleurs. Et donc moi j'avais en fait, il y a un jour, un week-end, où j'avais une amie qui était venue me rendre visite.
On a acheté de l'alcool parce qu'on se prenait des apéros. Et il y a eu un jour, en fait, quand elle est partie, j'ai senti un grand vide. Et j'ai commencé, en fait, à prendre des médicaments. Et avec de l'alcool. Ah, c'était du vin blanc, alors que je bois jamais de vin blanc. Donc c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et j'ai été mangé. Donc au départ, les médicaments n'agissaient pas trop. Et après, je me rappelle plus de rien, en fait. Enfin, je me rappelle plus de grand chose. Après, je sais que je faisais du vélo, en fait, à l'époque, à Cherbourg. J'ai essayé de faire du vélo, j'arrêtais pas de me casser la gueule du vélo, etc. En plus, ça faisait rire mes amis parce qu'ils savaient pas, ils croyaient que j'étais juste bourré, je leur avais pas dit que j'avais pris des médicaments. Et après, en fait, j'ai été frappé chez lui, en fait, à son nouvel appartement qu'il avait. Et c'est sa belle-mère, donc la mère, en fait, de celui qui était devenu son copain depuis 6 mois, qui m'a ouvert la porte. Et après, je me rappelle plus de rien. Et ensuite, je me suis en fait réveillé le lendemain, en fait, à 5h, dans un état semi-comateux, à 5h de l'après-midi, en étant vraiment pas bien. Et je ne savais même pas comment j'étais. Alors j'étais à poil dans mon lit en plus, et je ne savais pas du tout comment j'avais pu faire pour rentrer chez moi, de chez lui à chez moi, sans avoir aucun souvenir. Tu m'as annoncé que tu allais partir en week-end, parce que tu avais rencontré un gars à une soirée qui t'avait invité donc à venir découvrir l'Isère et les Alpes. Voilà. Au 7 rue Henri Thureau dans le 19e. C'est encore mon adresse actuelle. Parce qu'à l'époque, j'avais encore une télévision. Bon, j'en ai plus maintenant. Ce jour de Saint-Valentin, donc 14 février 2010, vers 22-23 heures. Et tu m'as dit, salut, ça va? Bon, faut qu'on parle. C'est fini. Les 4 juillet, ça c'est sûr. Quel jour exact? Je pense un vendredi. À Rome. À Alpigneto. Dans ta chambre où tu vivais en colocation avec des étudiants. Je suis arrivée qu'ils étaient encore jour. C'était, je pense, 18h de l'après-midi. Il y avait encore le soleil quand je suis arrivée chez toi. Et je voulais pas te le dire que je venais parce que je sentais des tensions. Quand même, après 20 ans d'histoire, je sentais des tensions. Et j'ai seulement écrit sur Facebook que j'étais là et tu m'as commencé à écrire « Viens me voir ». Il faisait chaud, évidemment, comme il fait chaud à Rome le 4 juillet. Très blanche, cette chambre. Les murs très blancs. La couette très blanche, tout très blanc. Bah, ça fait bizarre quand même 20 ans de relation. Et tu avais la voix hyper excitée. Je m'en souviens très bien de la sueur légère sous ton corps et cette énergie qui dégageait partout comme s'il tremblait. Que tu m'as regardé et tu m'as répondu « Ah mais non, parce que pour moi tu es qu'un porno ». Il y avait cette odeur de café qui remplissait toute la chambre. Et tu essayais de me retenir. Bon, bois ton café, bon, reste. Et tu essayais quand même de m'avoir tout le temps. Tu cherchais mon corps. Et moi, j'ai cherché de la vérité émotionnelle. Et chaque fois que j'essayais d'aller plus loin, tu me répondais pornographie. Ah, il faut te filmer. D'un coup, j'ai eu froid. Il faisait un chaud d'enfer. J'ai sué, tout sué. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir les frissons. J'avais froid. Toi, tu avais toujours tes pantalons pyjama de merde. Et tu n'avais pas des t-shirts. Tu m'as ouvert poitrine nue. Donc, en fait, c'est ridicule que tu jouais la séduction, pas moi. Et cet mot porno, comme ça, collé sur quand même 20 ans de tendresse, au pire,
c'était comme si quelque chose congelé. Comme si une injection d'effroi d'un coup. Les vrais amours, c'est comme ça, c'est libre et on les voit après les temps. On se retrouve dans les temps et ça veut dire qu'on s'aime. Et que pour moi, c'était la forme plus libre d'amour possible. Le 12 janvier 2014, j'étais chez mon nouveau compagnon, dans le 19e arrondissement de Paris. Il devait partir en septembre, comme il me l'avait dit en juin, et il n'avait pas trouvé d'appartement, donc j'ai laissé mon studio. Moi, je vivais une nouvelle histoire, mais j'étais encore amoureux de lui. Et là, il est parti. Il a trouvé un appartement et il est définitivement parti. Il faisait très froid ce jour-là. Nous étions dans mon studio. J'étais content qu'il trouve son appartement. Et on s'est dit au revoir tous les trois. Je dis tous les trois parce qu'on avait une chatte. J'ai pris ma chatte dans les bras et on s'est serré très fort dans les bras l'un de l'autre et il est parti. Et il est parti. Qui serait toujours là pour moi et qui me laissait pas tomber. Il serait toujours là pour moi. Voilà les seuls mots qu'il a dit. Aux alentours de 16h, on venait de partager un café et de fumer une cigarette sur le balcon. Et là, il a mis ses dernières affaires dans son sac. Un sac moche, son sac en cuir, marron, couleur camel. Et là, je me suis senti terriblement seul. Je n'avais jamais vécu avec quelqu'un à part avec ma mère et ma famille, et c'était la première personne avec qui j'ai vécu. Et là, j'avais l'impression d'être un petit garçon lâché dans un supermarché, à la recherche de sa maman et de son papa. Pourtant, le studio est tout petit, mais il m'a paru immense ce jour-là. Une fois qu'il est parti, j'ai fait que aller du canapé au frigo, du frigo au canapé, du canapé à la fenêtre, de la fenêtre au frigo. À l'ouvrir désespérément, sans rien prendre, sans rien manger. Et j'ai dû faire ça pendant 4 heures. Et après, j'ai beaucoup fumé. Beaucoup de drogue pour pouvoir dormir. Et ce jour-là, je m'étais dit que plus jamais je retomberais amoureux de quelqu'un et que j'avais connu l'amour une seule fois dans ma vie et que l'amour était mort ce jour-là définitivement et que je n'aurais jamais pu retrouver quelqu'un comme David. Il s'est écoulé 2 ans et je commence à croire que finalement j'avais raison. Que l'amour est vraiment mort ce jour-là. Je me souviens là, les gens du canapé où j'étais assise. Voilà, c'était ça. Et je me rappelle le froid, donc voilà, le froid. Ça faisait froid.
C'était hiver. C'était mars, je pense. Non, je sais. C'était mars. Et bon, j'étais toute seule chez moi. Et en fait, j'étais au téléphone avec lui. Et bon, et j'ai compris que là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il était loin et j'avais l'impression qu'il ne voulait pas me rejoindre. Vers 6h, 7h, quelque chose comme ça. Ouais. J'étais dans ma chambre sur un canapé jaune. Il faisait froid. Et j'ai fermé la porte. Bon, je me suis assise avec les jambes croisées. Et là, je lui parlais. Peut-être que je savais ce que il était en train d'arriver. D'accord. Tu viens pas. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est comme ça. Pourquoi tu m'as laissé croire que tu m'aimais? C'était pas vrai. C'était pas ça, c'était pas vrai. Ce n'est pas l'amour. Bah, donc, on arrête là. On arrête là. C'était pour comprendre qu'est-ce que tu veux faire, tu veux me rejoindre ou pas, tu arrives quand, tu as déjà acheté les billets ou pas, pourquoi tu ne l'as pas encore acheté, qu'est-ce que tu attends, mais tu as vraiment envie de venir là me rejoindre ou pas, qu'est-ce que tu attends? C'était vraiment au tout début janvier, ça devait être la première semaine de janvier 2008. Il faut que je recompte. C'est ça, c'était la première semaine de janvier 2008. C'était à Avignon. Je n'avais pas encore voyagé à l'époque. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire je suis à côté de chez toi, est-ce que je peux passer? Il a rien dit en fait ce soir-là. Il s'est juste montré distant, c'est tout. Ça a été par la suite en fait que j'ai été obligé de comprendre que lui n'était plus intéressé. Que lui n'avait pas d'intérêt à me revoir. Alors ça a duré des mois en fait, cette histoire. Je lui ai envoyé des messages, il répondait pas. Je le voyais constamment connecté sur le site de rencontre où je l'avais rencontré. Bizarrement, je lui parlais, il me répondait pas. Et puis alors en mode je suis chaud, je cherche à faire des rencontres. Et moi j'avais pas de réponse. Alors impossible d'admettre que lui n'était pas intéressé. Je me le suis sans doute caché. J'étais sans doute très mal habillé parce qu'à l'époque j'avais pas de style, donc sans doute mal habillé. Lui portait sans doute un jean un peu ajusté, comme toujours. C'était son uniforme avec un petit pull col en V, une chemise en dessous, habillé très simplement, mais toujours des vêtements très saillants. Évidemment, sa boucle à l'oreille gauche, sa barbe mal rasée de 3 jours. Et son parfum,
évidemment, Body Chorus de Yves Saint Laurent, que j'ai dû porter pour l'exorciser ensuite. Quand il est parti, quand il m'a laissé partir, et qu'il a commencé à me laisser l'attendre, et j'ai attendu, il est jamais revenu. Il n'était pas tactile comme d'habitude, on ne s'est pas embrassé, on ne s'est pas serré dans les bras. Si, on s'est serré dans les bras pour se dire au revoir, mais c'est tout, c'est presque parce que je l'ai réclamé, c'était pas du tout spontané comme ça avait pu l'être toutes les fois précédentes où on s'était vu. Je sais, avec le recul, que c'est ce soir-là que j'ai compris que ça allait devenir difficile pour moi. Que ça allait devenir carrément invivable. Mais c'est plus un contexte, une impression générale. On était chez lui comme d'habitude, il y avait la lumière tamisée, petite musique en fond, il faisait brûler de l'encens comme d'habitude. Enfin, au niveau du contexte, il n'y a pas de différence notable. Ça a été le soir de la séparation. Bon, encore une fois, il y avait pas grand chose d'officiel. Hein. Ah, mais si, il s'est passé quelque chose ce soir-là. C'est après lui avoir envoyé tant de mails, parce qu'on s'écrivait évidemment des mails à rallonge où je lui disais que j'aimais bien passer du temps avec lui, que j'aimais le voir, j'aimais sa compagnie, j'aimais dormir avec lui, sans pour autant être amoureux. En fait, ça revient d'un coup, c'est le soir où je lui ai dit que, en fait, j'étais vraiment attaché à lui. Il a rien dit. Et c'est pour ça qu'il a été froid et distant. Ah, parce que très clairement, lui, c'est pas du tout ce qu'il attendait. Je pense qu'il a vu un petit jeune, avec le recul, hein, je dis ça, mais lui a dû voir un petit jeune inexpérimenté, mais très attachant, cultivé quand même, polyglotte. Enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais sans doute le profil idéal. Il a peut-être voulu tirer parti de la situation ou tout simplement s'amuser, mais sans prendre conscience du fait que lui allait peut-être créer des bouleversements un peu profonds chez ce jeune homme qu'il avait en face de lui. Lui, très clairement, était dans une perspective d'amusement. C'est pas autre chose qu'il cherchait. Peut-être une relation de copinage avec quelques avantages en plus, pourquoi pas. Je suis allé au fond du trou, je me suis perdu dans une grotte. J'ai attendu, je suis devenu fou, j'ai essayé encore de lancer des bouteilles à la mer et ça n'a pas marché. Et j'ai attendu. C'était un dimanche soir en 2010. C'était en juillet. Il faisait chaud. Même si c'était les soirs. Je me souviens de la ville. S'appelle Candelo. On était sortis avec un autre couple d'amis. Et il avait organisé une dîner à 4 au restaurant. J'avais pensé de mettre une perruque noire pour le choquer. J'étais habillée avec une robe très courte, j'étais bronzée, mince. J'ai voulu, je sais pas, l'étonner peut-être. On est parti dans ce restaurant, on a passé une très bonne soirée avec les amis, on a rigolé, on a parlé de tout. Après, quand c'était le moment de quitter le restaurant, les amis sont partis dans une direction avec une voiture et nous, il m'a accompagnée chez moi. Je me souviens qu'on a mangé dehors. Il y avait un dehors
avec des gros pots en céramique, avec des plantes. C'était vraiment très bien. C'est sûr que j'ai bu aussi. Parce que j'avais cette feeling que quelque chose de mal allait se passer. Et à un certain moment, c'est comme si mon cerveau il s'est déclenché. Je suis descendue de la voiture en larmes, mais je ne peux pas raconter mes souvenirs de qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'avait dit, on doit... C'est tellement ridicule. On doit profiter de l'été. Mais chacun de son côté. Il avait un Audi grise, géante. On était bien, vraiment. C'était l'été, c'était détendu, c'était... Enfin, on s'était retrouvés après une longue absence, la mienne. Mais bon, apparemment, c'était pas suffisant. Les détails, les maquillages, la perruque, les vêtements, la soirée, les amis, les vêtements des amis, mais tous les mots, ils se sont perdus quelque part. J'ai porté une robe courte, noire, avec un carré noir. Il n'avait même pas remarqué qu'ils étaient des cheveux faux, en plastique. La voiture s'est arrêtée, je suis descendue et c'est devenu tout noir. Tout est devenu noir et c'était fini. C'était fini. Et le lendemain, j'étais comme un fantôme. Alors là, c'était un jour de semaine, ça c'est sûr. C'était un jour de semaine, il devait être dans les 8-9 heures du soir. On était chez moi, dans ma maison, enfin dans mon appartement. C'est pas très loin là, dans le 11e. D'abord dans le salon et après dans la chambre. Parce que c'était là comme en ce moment, c'était au printemps. C'était au printemps. Et elle était cocaïnée à fond, je dois dire. Et donc elle était dans un état ingérable. La relation était très compliquée, très passionnelle, très passionnelle, très toujours des scènes, des cris, des grandes des grandes attitudes, des choses comme ça. Et un jour elle est arrivée, toujours dans la passion, en train de me raconter plein de choses d'elle, etc. Et puis elle venait me voir, et puis en train de me raconter que j'étais genre la femme de sa vie, etc., etc. Et évidemment, à un moment donné, elle a commencé son plan de séduction envers moi, et ça a marché. Nous avons fait l'amour. Tout ça, en plus, faire l'amour avec elle, c'était divin, je dois dire. Et donc après ce moment d'amour, elle est revenue dans ses délires passionnels, voilà. Et à un moment donné, je l'ai regardée. Et là, pour moi, c'était évident. Je ne pouvais plus aimer comme ça. Non, là, elle avait un talent simplement pour qu'en te regardant. Juste à te regarder avec son petit air, elle avait un petit air comme ça. Tu regardais ses yeux, son petit air, faisait un petit truc comme ça, je craquais direct. Donc alors, voilà. Il n'y avait pas plus de sa part. C'était vraiment quelqu'un de très, très sensuel. Tu vois, il suffisait qu'elle te regarde pour que l'élan amoureux parte d'un coup. Ça suffisait. Il n'y avait pas d'autre chose plus extraordinaire que ça. Parce que je pense que c'était ma énième relation où j'en avais un peu assez de cette espèce de drama à deux balles, tu vois, qui en fait fourvoie l'amour dans autre chose que ce qu'il devrait être. C'est-à-dire que tu t'aperçois qu'à un moment donné, en fait, les gens n'aiment pas la personne qu'ils ont en face. En fait, ils aiment l'amour. Tu vois, ils sont amoureux de l'amour. Ils sont pas amoureux de la personne. La personne en face d'eux ou d'elle, c'est juste un prétexte, c'est un support, c'est un objet. Mais voilà, et l'amour tel qu'ils te le projettent, c'est que dans leur tête. Et c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire part. Tu ne peux pas partager cet amour de l'amour. Ça, c'est très personnel. Non, en plus, je lui ai même pas dit.
Moi, j'étais quelque part, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, elle me parlait, elle continuait, entre moitié sa séduction, moitié son côté passionnel. Et moi, d'un coup, je la regardais d'une manière très froide et très distante, et c'était évident pour moi. C'est moi qui étais un peu anéantie par cette découverte-là. C'est moi qui me suis trouvée anéantie par le fait que je ne pouvais plus aimer comme ça. Que pour moi, cet amour-là, ce type d'amour-là, était terminé. C'est moi qui étais anéantie, et je n'ai même pas été capable de lui en parler. Je l'ai quitté de toute façon quelques temps après, mais j'étais incapable de formuler ça sur le moment. C'était impossible. C'est un peu comme si ça me tombait dessus. Tu vois. C'est quelque chose qui m'a libérée par la suite. Mais sur le moment, c'était une évidence dont je ne pouvais pas parler parce que j'arrivais même pas ni à le formuler ni à l'analyser. Mais tu vois, c'était une évidence qui m'est tombée comme ça. En 2005, dans une petite chambre porte d'Orléans, une chambre d'étudiant au bord du périph', au moment où j'avais plus d'importance. Dans mes jeunes années, c'est ma première fois. C'est ma première véritable fois. Et elle me laisse seule avec des souvenirs, avec une nostalgie qui aujourd'hui m'émeut encore. On s'était rencontrés sur les bancs de la fac. Voilà, donc on avait le même âge. 8 mois. 8 mois à peu près. 8 mois de bonheur. 8 mois de complicité et d'aventure. Et puis, un matin, l'annonce. L'annonce est faite. L'annonce est dite que je ne ferai plus partie de sa vie. C'était un lieu empreint de toute cette nostalgie qui, d'un instant à l'autre, devenait étranger. Et lui aussi devenait un étranger. Déjà, il était plus habillé de la même façon. Il avait plus du tout la même mine enjouée. Il était très, très noir, très fataliste quant à ce qui nous arrivait, à ce qui lui arrivait, à ses projets. Et puis ces instants où je pouvais me sentir bien dans cette chambre, devenaient des instants de malaise. Par exemple, le rebord de cette fenêtre où je fumais ma cigarette en écoutant le bruit de la ville. J'étais presque tremblotante au bord de cette fenêtre parce que je savais très bien ce qui allait m'arriver. Je savais très bien ce qui allait être dit. Même l'espace était transformé. Tout avait été rangé pour justement accueillir cette séparation. Tout avait été mis en place pour qu'on n'ait pas envie de s'asseoir nulle part. Je dois vivre ma vie sans toi, loin de toi. Il n'y a pas d'endroit où se cacher, il n'y a pas d'endroit où s'enfuir. Je veux vivre ma vie sans toi. Je trouve que c'est cruel. Et à l'époque, je trouvais que c'était entendable. Et je sais juste que je me suis sentie vide d'un coup. Je pense que peut-être que c'est ça, cet instant de vide total, où tous les souvenirs descendent, sortent par tous les pores de la peau et où l'autre devient inlassablement un souvenir qu'on essaye d'occulter. Sans doute en 1993, ce qui ne me rajeunit pas. C'était à Montpellier. À Montpellier, ouais, il faisait chaud. Il
il faisait chaud. On est à la fin du printemps, au début de l'été, mois de juin. Je vivais avec un mec. C'était la première fois que je vivais avec un mec. Et j'avais 23 ans. Et lui en avait 25. Et je sais pas pourquoi, je me souviens plus exactement, mais je suis tombé sur une lettre qui lui était pas adressée. C'était un autre nom, en fait, dans ses affaires. Je trouvais ça super bizarre. Je me demandais pourquoi cette lettre était là, adressée à quelqu'un d'autre. Et j'ai ouvert, et j'ai lu, sans penser à mal. Et en fait, je comprenais pas parce que ça lui était adressé à lui. Enfin, je veux dire par là que la lettre, elle s'adressait vraiment à lui, mais c'était pas son nom, en fait. Ce que j'ai trouvé très bizarre. Et à côté, il y avait sa carte d'identité, avec son vrai nom. Mais par contre, c'était pas son vrai âge, parce qu'il m'avait dit qu'il avait 25 ans, et en fait, sur la carte d'identité, il en avait 38. Et ça faisait 6 mois qu'on vivait ensemble, qu'il m'avait raconté sa vie, tout ça, qu'il disait qu'il avait 25 ans. Et en fait, il avait zappé 15 ans de sa vie, pour paraître plus jeune. Et ça m'a fait un choc. Le volet était un peu baissé parce qu'il faisait chaud. Tu sais, c'est un appartement moderne, enfin moderne de 93, neuf, donc avec des murs blancs, un truc assez aseptisé en fait. Et il y avait ce grand lit. Il y avait ses affaires, c'est-à-dire ses papiers, etc., que j'avais jamais, sur lesquels j'étais jamais tombé en fait. Cette chose-là à côté de moi dont je ne savais pas qu'elle existait et qui était bizarre. Le blanc. Le blanc. Parce que l'appart était blanc et tout était blanc. Mon âme était blanche. Tout était blanc, oui, le blanc. Parce que j'avais acheté cet album d'un concert à l'Olympia. Je sais plus. J'écoutais ça à ce moment-là. Oui, Julien Clerc. C'est étrange, mais... Dans la chambre à coucher et dans la chambre à baiser. Cette chambre, elle était blanche, dans un appartement neuf qu'on avait pris pour l'occasion parce qu'on croyait qu'on allait y vivre longtemps. Et donc moi j'étais hystérique parce que je me sentais trahi, évidemment. La première pensée que j'ai eue, tu sais quoi? Je me suis dit, c'est un espion. C'est un agent secret. J'étais jeune. Après, il m'a fait une tentative de suicide, parce que j'ai voulu le quitter, évidemment. Et je l'ai retrouvé un jour, recroquevillé dans le placard de l'entrée, comme ça. Je pense qu'il avait un passé un peu louche, un peu perturbé. Il s'était passé des choses. Je pense qu'il avait tapiné pas mal, je pense. En janvier, je suis rentrée d'Amsterdam, où j'étais avec celui que je voyais en cachette. Quand je suis arrivée à Berlin, il faisait très froid. La ville était vraiment très noire, très sombre, comme d'habitude en hiver. C'était presque sinistre, surtout après Amsterdam qui était pleine d'une atmosphère pour moi joyeuse, où je m'étais sentie bien. Il y avait de la neige sur le sol, il y avait de la buée. Et tout autour de moi était glacial, enfin, comme dans ma tête, quoi. Je voyais l'immeuble loin, et je savais qu'en arrivant, ce serait la fin de quelque chose. J'ai senti que c'était fini parce que quelque chose d'autre naissait. C'est toujours la même chose, ça s'arrête quand quelque chose revient et démarre de nouveau. La porte était recouverte d'affiches qu'on a collées en arrivant, en commençant notre nouvelle vie à deux. Et ça allait être une des dernières fois que je voyais cette porte. J'ai ouvert et il y avait une odeur d'encens. Il y avait une bougie allumée, c'était très sombre. Il y avait une musique en fond et une forme sous la couette. C'était lui. Son visage était très fermé,
Il avait les yeux fermés également. Je me suis approchée. C'était un moment très spécial, je le sentais avant même que ça ne démarre réellement. Je lui ai dit que j'étais perdue, que je ne savais pas où j'allais ni avec qui j'allais, et que j'avais besoin d'être seule. Et tout en le disant, je savais que pertinemment que c'était fini. Plus je le disais, et plus ça se terminait, et plus je pouvais laisser la place à quelque chose d'autre. Le jaune et le noir. Toujours à cause de ce contraste entre la noirceur de la chambre et la bougie près de son visage. La chambre était en bazar. C'était très sombre, c'était nous. Mais j'étais vraiment focalisée sur cette forme sous la couette, au loin dans le lit. J'ai pas fait attention à ce qu'il y avait autour de moi réellement, mis à part cette bougie qui était juste à côté de son corps dans le lit. C'est un moment que j'essaye d'oublier, donc rien ne me le rappelle vraiment. J'ai de la pitié pour lui. C'est moche, mais oui, j'ai eu de la pitié parce que je savais que je faisais quelque chose d'horrible. Et oui, ça m'a fait pitié de le voir si faible et moi si cruel en fait. Le jour que tu es rentré chez nous et tu m'as dit qu'est-ce que tu fais là encore? Et c'était le mois de septembre et c'était une des premières fois qu'il pleuvait à Rome après l'été et il faisait plutôt froid et on était à Torre Teste dans notre appartement avec notre coloc. On s'était réveillés le matin tous les deux. On habitait ensemble depuis 1 an. Et tu m'avais dit, je veux que tu sortes chez nous. Et ça m'avait surpris. Parce que le jour d'avant, j'étais la Vierge. Et j'étais sacrée, et j'étais toute ta vie. Et le matin, c'était autre chose. T'es sortie, t'es allée à l'université. Et moi, je suis restée à la maison. Et j'ai commencé à préparer mes affaires, tout paquer, emballer n'importe quelle chose, en écoutant cette putain de musique. L'éclair de lune de Beethoven, par piano. Et il y a ma coloc qui est arrivée, je pense que c'était juste après le déjeuner. Parce qu'elle travaillait le matin dans un journal, elle est arrivée et elle a préparé un café, elle est venue me voir pour me dire qu'elle avait envie d'aller chez Ikea et si je pouvais l'accompagner. Et c'est une proposition qui m'avait fait vraiment rigoler. Bon. Parce que j'étais en train de détruire ma vie privée et on est allé chez Ikea. Et là-bas, j'ai acheté 2 verres à vin. Et quand je suis rentrée chez nous, j'ai pensé, je vais tout déballer. En fait, je pars pas. Je reste ici. Et le soir, quand t'es arrivé, c'était 9h, plus ou moins. Et moi, j'avais un paire de jeans, je pense, et un t-shirt, rien de spécial. Et toi, t'es venu habillé Comment t'étais habillée pendant cette période de folie quand t'étais un con et t'avais un bâton et un putain de veste pour te protéger de la pluie. Et nous on avait un jardin, je me rappelle qu'il y avait toujours la fenêtre ouverte sur le jardin et qu'il y avait cette sensation d'humidité
qui montait et qui rentrait dans la cuisine où on était. Je sais pas, je pense qu'on préparait des pâtes en fait, c'était un peu ce qu'on mangeait tout le temps. On était étudiants, on n'avait pas trop l'argent pour manger autre chose. Et on fumait, du coup sur moi il y avait l'odeur des cigarettes. Et sur moi il y avait l'odeur de la bouffe du chien, parce qu'il avait mangé peut-être un quart d'heure avant que tout ça arrivait. Et ouais, probablement il y avait toujours cette odeur horrible du frigo que ça reste dans les apparts des étudiants. Parce que quand tu es rentré, tu avais décidé que c'était comme ça. Et pour la première fois depuis 5 mois, tu étais sûre de quelque chose. Et surtout que moi je ne devais pas rester là-bas. Et du coup, j'ai tout réemballé encore une fois, avec mes colocs qui m'ont aidé en pleurant. Et je suis partie. Et quand je suis sortie, il ne pleuvait plus. Mais quand tu es arrivée, il pleuvait. Il pleuvait pas mal. Il pleuvait fort. Là, il faut que je parle. À chaque fois, je tombe. Mais après, maintenant, je connais les prémices de ça. Donc, j'arrive à anticiper et je tombe pas tout à fait. C'était en été. Il faisait chaud encore. Je me souviens plus si c'était au début ou à la fin de l'été. On était bien tous les deux. C'était une période où tout se passait en douceur, très amoureuse. On avait rendez-vous pas loin du canal Saint-Martin. Il faisait doux. Il faisait doux. Et je portais un haut que je mettais pour la première fois, je crois. Un haut très moulant, très près du corps, comme ça, avec qui était rayé noir et blanc en variation de gris, mais très très moulant et qui m'allait bien, je crois. Qui m'allait bien. Et c'était le jour c'était le jour de mon anniversaire, je crois. Et lui, il avait un t-shirt blanc et un jean comme toujours, comme souvent. Je crois qu'il m'a parlé de son envie de partir au Portugal avec moi. Et j'en avais pas envie. Alors que j'avais très envie d'aller au Portugal, mais j'avais pas envie d'aller au Portugal avec lui. J'étais fuyante. J'avais pas des réponses franches et nettes. C'était plein de silence. Il y avait peu de mots. Est-ce qu'on buvait? Moi, j'ai toujours normalement ma petite bouteille d'ice tea à côté de moi, donc forcément, il devait y avoir une bouteille d'ice tea, bien sûr que j'ai dû boire. Non, c'est pas ça. Non, on était passé s'acheter des jus de fruits, mais non, je me souviens. Jus de framboise. C'était bon. Et puis on fumait des cigarettes, bien sûr. Ah, à l'époque, c'était des Fortuna, marque espagnole. Lui aussi. Et on devait partir au Portugal. Il avait pris les billets pour qu'on parte tous les deux au Portugal. Finalement, il les avait pris, alors que dès le départ, j'en avais pas envie. Et moi, je lui ai dit que j'allais pas y aller, que j'avais pas envie de partir avec lui. Et j'ai appelé mes amis. C'était l'été de la canicule, de la grosse canicule, c'est ça. Je sais plus quelle année c'était. J'avais envie de quelque chose de doux, de relaxant, et ça l'a été. Et avec lui, tout me semblait compliqué. Puis j'avais plus envie de lui,
Et du coup, je suis allée à la gare, et donc c'était la canicule, à la gare de l'Est, acheter mes billets, mon billet, enfin peut-être mes billets, je sais plus si j'avais pris le retour. Et je suis arrivée au guichet, et là il faisait chaud, c'était la canicule, il faisait vraiment très chaud. Et je suis tombée dans les pommes à la gare, juste avant d'acheter mes billets. Quand on tombe dans les pommes, c'est souvent suite quand même à des moments où on pense à beaucoup de choses comme ça, où ça tourbillonne un peu dans la tête. Et tout à coup, pac, ça s'arrête comme ça, et hop, on tombe. Et après, il y a deux sentiments qui sont mélangés, mais qui sont vraiment en même temps, comme ça, qui se juxtaposent. Il y a le sentiment d'une grande fragilité quand même, parce que du coup, il y a tout le corps qui s'est arrêté pendant un petit moment et pac, qui est tombé. Et puis aussi quelque chose de... Parce que quand on tombe dans les pommes, forcément, les gens, ils viennent à nous. Et moi, j'avais des beaux pompiers autour de moi qui venaient à moi et qui prenaient soin de moi. Et il y a cette idée qu'on va prendre soin de soi aussi. Pourquoi je suis tombée dans les pommes ? Parce qu'il faisait chaud et que j'avais envie de plus être là où j'étais au moment où... Cette situation, d'expliquer à l'autre qu'on n'a pas envie d'être là, au moment présent avec lui. Je me souviens pas de mots exacts. Mais je me souviens de lui avoir montré, par mes mots et par mon attitude, que j'étais joyeuse de partir et de le quitter. Mon esprit, il allait à la fuite et au réconfort. À la fuite et au réconfort. Réconfort d'échapper à ce qui nous pèse. C'était lui qui me pesait. Il devenait lourd. Il était fin pourtant, mais qu'est-ce qu'il était devenu lourd ? Parce qu'il m'aimait que moi je l'aimais plus. Et c'était pesant. C'est pour ça que je suis tombée sans doute aussi.